L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 1er, chapitre 6. Pour bien comprendre le principe posé ici, il ne faut pas s'en tenir seulement à la conclusion à laquelle nous avons abouti, ni aux éléments qui composent la définition du bonheur donnée par nous. Il faut s'éclairer en outre en considérant les attributs qu'on accorde ordinairement au bonheur, car les réalités sont toujours d'accord avec une définition vraie, et la vérité est bien vite en désaccord avec l'erreur. Les biens ayant été divisés en 3 classes, biens extérieurs, biens de l'âme et biens du corps, les biens de l'âme sont à nos yeux ceux que nous appelons plus spécialement et plus excellemment des biens. C'est à l'âme que notre définition attribue les facultés et les actes que l'âme seule dirige, et nous pouvons dire que cette définition est bonne, puisqu'elle est conforme à cette opinion très ancienne et admise unanimement par tous ceux qui s'occupent de philosophie. C'est encore avec raison que nous avons dit que certaines applications de nos facultés et certains actes sont le véritable but de la vie. Car alors ce but est placé dans les biens de l'âme, et non pas dans les biens extérieurs. Ce qui confirme notre définition, c'est que l'on confond ordinairement l'homme heureux avec l'homme qui se conduit bien et réussit. Et ce qu'on appelle alors le bonheur, c'est une sorte de succès et d'honnêteté. Ainsi, toutes les conditions requises habituellement pour composer le bonheur semblent se réunir dans la définition que nous en avons donnée. Car pour ceux-ci, le bonheur est de la vertu, pour ceux-là, c'est de la prudence. Pour les uns, c'est de la sagesse, pour les autres, c'est tout cela ensemble. Ou quelque chose de cela, à quoi l'on joint le plaisir, ou qui, du moins, n'est pas privé de plaisir. Il en est même d'autres qui veulent comprendre dans ce cercle déjà si vaste l'abondance des biens extérieurs. De ces opinions, les unes ont été soutenues et dès longtemps par de nombreux partisans. Les autres ne l'ont été que par quelques hommes en petit nombre, mais illustres. Il est raisonnable de supposer que les uns, pas plus que les autres, ne sont tombés dans l'erreur sur tous les points, et qu'au moins ils ont bien vu sur quelques-uns ou même sur presque tous. D'abord, notre définition est acceptée par ceux qui prétendent que le bonheur est la vertu, ou du moins une certaine vertu. Car l'activité de l'âme conforme à la vertu fait bien partie aussi de la vertu. Mais il n'est pas du tout indifférent de placer le bien suprême dans la possession ou dans l'usage de certaines qualités, dans le mode d'être ou dans l'acte lui-même. L'aptitude peut exister fort réellement sans produire aucun bien, comme par exemple dans un homme qui dort ou dans un homme qui pour toute autre cause reste inactif. L'acte, au contraire, ne peut jamais être dans ce cas, puisqu'il agit nécessairement et que de plus il agit bien. Il en est ici comme aux Jeux olympiques, ce ne sont pas les hommes les plus beaux ni les plus forts qui reçoivent la couronne, ce ne sont que les concurrents qui ont pris part au combat, car c'est seulement parmi eux que se trouvent les vainqueurs. De même, ce sont ceux qui agissent bien qui seuls peuvent prétendre dans la vie à la gloire et au bonheur. Du reste, l'existence de ces hommes qui agissent bien est par elle-même pleine de charme. Être charmé est un phénomène qui se rapporte exclusivement à l'âme, et un objet a pour nous des charmes quand on peut dire de cet objet que nous l'aimons. Le cheval, par exemple, charme celui qui aime les chevaux. Le spectacle charme celui qui aime les spectacles. Tout comme les choses justes charment celui qui aime la justice, et d'une manière plus générale, les actes vertueux charment ceux qui aiment la vertu. Si les plaisirs du vulgaire sont si différents et si opposés entre eux, c'est que ce ne sont pas de leur nature de vrais plaisirs. Les âmes honnêtes qui aiment le beau ne goûtent que les plaisirs qui, par leur nature, sont des plaisirs véritables. Et ceux-là
ce sont toutes les actions conformes à la vertu. Elles plaisent à ces cœurs bien faits et elles leur plaisent uniquement par elles-mêmes. Aussi, la vie de ces hommes généreux n'a pas besoin le moins du monde que le plaisir vienne se joindre à elle comme une sorte d'appendice et de complément. Elle porte le plaisir en elle-même, car indépendamment de tout ce que nous venons de dire, on peut ajouter que celui qui ne trouve pas son plaisir aux actions vertueuses n'est pas vraiment vertueux. De même qu'on ne peut pas appeler juste celui qui ne se plaît pas à pratiquer la justice, ni libéral celui qui ne se plaît pas aux actes de libéralité, et ainsi du reste. Si tout ceci est vrai, ce sont les actions conformes à la vertu qui sont en elles-mêmes les vrais plaisirs de l'homme. Elles ne sont pas seulement agréables, elles sont en outre bonnes et belles, et elles le sont par-dessus toutes choses, chacune en leur genre, si toutefois l'homme vertueux s'est en jugé à leur juste valeur. Et il en juge comme il faut, ainsi que nous l'avons dit. Ainsi donc le bonheur est tout à la fois ce qu'il y a de meilleur, de plus beau et de plus doux, car il ne faut rien séparer de tout cela, comme le fait l'inscription de Delos, citation, « Le juste est le plus beau, la santé le meilleur, obtenir ce qu'on aime est le plus doux au cœur. » Fin de citation. Mais tous ces avantages se trouvent réunis dans les hommes d'action, dans les meilleures actions de l'homme. Et l'ensemble de ces actes, ou du moins l'acte unique qui est le meilleur et le plus parfait entre tous les autres, c'est ce que nous appelons le bonheur. Néanmoins, le bonheur, pour être complet, semble ne pouvoir se passer des biens extérieurs, ainsi que nous l'avons fait remarquer. Il est impossible, ou du moins il n'est pas facile de faire le bien quand on est dénué de tout. Pour une foule de choses, ce sont des instruments indispensables que les amis, la richesse, l'influence politique. Il est d'autres choses encore dont la privation altère le bonheur des hommes à qui elle manque. La noblesse, une heureuse famille, la beauté. On ne peut pas dire qu'un homme soit heureux quand il est une difformité repoussante, s'il est d'une mauvaise naissance, s'il est isolé et sans enfant, encore moins peut-être peut-on dire d'un homme qu'il soit heureux s'il a des enfants ou des amis complètement pervers ou si la mort lui a enlevé les amis et les enfants vertueux qu'il possédait. Ainsi donc, nous le répétons, il semble qu'il faille encore pour le bonheur ces utiles accessoires, et voilà pourquoi on confond souvent la fortune avec le bonheur, comme d'autres le confondent avec la vertu.